Je me suis fait passer pour une serveuse lors d'un gala de charité pour surprendre mon mari en train de tromper. Mais ce que j'ai découvert cette nuit-là est allé bien au-delà de la trahison. Bonjour à tous. Si vous regardez cette histoire en ce moment, laissez-moi un commentaire et dites-moi d'où vous regardez, New York, Californie, Texas ou un coin reculé du monde. Et si vous croyez aux histoires de karma tranquille, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Maintenant, laissez-moi vous raconter cette nuit-là. Je me tenais devant le miroir dans le vestiaire du personnel du luxueux Kalahari Resort, ajustant un gilet noir sur une chemise blanche impeccable. Le badge épinglé sur ma poitrine indiquait Emily pas mon vrai nom, un faux pour me permettre d'entrer à la fête. Je n'avais jamais rien fait de tel auparavant. J'étais directrice marketing, après tout, pas serveuse. Mais les circonstances désespérées appellent des mesures désespérées. Mon mari, Marc, se comportait bizarrement depuis 3 mois. Des retours tardifs à la maison, des appels téléphoniques chuchotés dans une pièce fermée, une nouvelle odeur de parfum que je ne lui avais jamais acheté, des signes classiques, je suppose. Mais j'ai essayé de les ignorer. Nous étions mariés depuis 6 ans. 6 bonnes années, pensais-je, jusqu'à il y a 3 semaines, quand j'ai trouvé une invitation fourrée dans la poche de sa veste. Gala de charité Clean Water for Africa, le plus grand événement caritatif de la région, réunissant des PDG célèbres et des chefs d'entreprise de partout. Sur invitation uniquement. Quand je l'ai interrogé sur la fête, il m'a parlé du gala. Bien sûr, pas de conjoint, a-t-il dit. C'était une obligation sociale, purement caritative. Ennuyeux, honnêtement, juste des discussions d'affaires. Au début, je l'ai cru, mais ensuite j'ai remarqué qu'il s'était fait couper les cheveux dans un salon coûteux, qu'il avait commandé un smoking sur mesure et qu'il avait commencé à aller régulièrement à la salle de sport, comme s'il se préparait pour une séance photo de magazine. Les hommes ne font pas ça pour un événement caritatif ennuyeux. Ma meilleure amie Rachel travaille pour une agence de recrutement d'événements haut de gamme. Un coup de fil et j'avais un travail pour servir du champagne au gala même où mon mari insistait qu'il n'était pas approprié d'amener sa femme. J'ai dit à Marc que je prenais l'avion pour Boston pour rendre visite à mes parents ce week-end-là. Il a semblé soulagé. La voix du manager a retenti dans le haut-parleur du vestiaire. Tous les serveurs à vos postes. Ouverture des portes dans 5 minutes. J'ai pris une grande inspiration, j'ai saisi mon plateau d'argent et je suis entré dans le hall principal. La salle de bal africaine était vaste et magnifique, conçue sur un thème authentique de safari africain. Des statues en bois sculptées de lions, d'éléphants et de girafes étaient montées le long des murs vertigineux. Des lustres en forme de baobabs anciens projetaient une lumière dorée et chaude comme un coucher de soleil dans le désert. Les tables rondes étaient drapées de lin blanc avec des centres de table composés de vases en argile de style zoulou et de plumes d'autruche. Un groupe de jazz mêlé à des djembés africains s'installait dans un coin. Tout semblait d'une élite extravagante, exactement le genre d'événement où j'aurais dû me tenir au bras de mon mari s'il m'avait invité. J'ai choisi un endroit près du bar en forme de tente de safari avec une vue dégagée sur l'entrée principale. Les invités ont commencé à arriver en grands groupes, des rires polis résonnant dans la pièce, se saluant par des poignées de main chaleureuses et des embrassades polies. J'ai immédiatement reconnu quelques visages célèbres, des PDG de grandes entreprises régionales, un sénateur et même quelques stars de télé-réalité apparues dans Forbes. Une femme entrepreneur bien connue d'un conglomérat technologique a salué un groupe à l'autre bout de la pièce. Un directeur financier milliardaire a pris un verre sur mon plateau sans même baisser les yeux. C'est ce que c'est que de servir dans des événements comme celui-ci, vous devenez complètement invisible parmi les stars. Et ce soir-là, cette invisibilité était exactement ce dont j'avais besoin. Marc est arrivé environ 20 minutes après tout le monde, et mon souffle s'est coupé dans ma gorge. Il était plus beau que jamais. Le nouveau smoking lui allait parfaitement, comme s'il avait été fabriqué juste pour cette nuit. Il souriait ce large sourire sincère que j'avais tant aimé à nos débuts. Mais ce n'était pas pour moi. C'était pour la femme qui est entrée juste derrière lui, la main légèrement posée sur son bras comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Elle est apparue une seconde plus tard, et j'ai senti mon estomac se nouer. Elle était jeune, peut-être 27 ou 28 ans, avec de longs cheveux noirs relevés en un chignon élégant, ornés de délicats accessoires en plumes pour s'accorder au thème. Sa robe rouge vif épousait ses courbes, stylisée comme une déesse du safari moderne. Elle a effleuré le bras de Marc alors qu'ils entraient ensemble, gloussant à quelque chose qu'ils chuchotaient. J'ai serré le plateau de champagne jusqu'à ce que mes articulations deviennent blanches. J'ai forcé ma tête vers le bas lorsqu'ils sont passés près de moi.
Marc a pris un verre sans même me jeter un coup d'œil. Elle a secoué la tête poliment, sa voix était douce. Je ne bois pas ce soir. Merci. Sa main s'est instinctivement posée sur son ventre, un geste rapide et subtil, mais je l'ai vu clairement. Mon cœur a commencé à s'emballer. Ne pas boire lors d'un gala rempli de champagne, toucher son ventre, la façon dont Marc la regardait, doux, protecteur, fier. Je me suis rapproché, faisant semblant de ramasser des verres vides sur la table voisine. J'ai entendu Marc la présenter à un PDG bien connu. Voici Jessica Rivera, notre nouvelle comptable principale. Jessica a souri avec éclat, sa poignée de main était ferme. J'ai vu les regards complices des invités autour d'eux. Ils savaient. Tout ce cercle de la haute société savait. Tout au long de la soirée, je les ai regardés dériver dans la pièce comme un vrai couple. Pas de contact flagrant au milieu de la foule puissante, mais une intimité émanait de chaque petit geste. Je me tenais juste à côté de la table de Marc et Jessica. Pourtant, mon mari ne reconnaissait pas sa propre femme. J'ai servi des boissons, débarrassé des assiettes et joué mon rôle à la perfection tandis que mon cœur se brisait en morceaux de plus en plus petits. Et puis, comme pour arracher la toute dernière couche de faux semblants, Tom Von, le directeur juridique d'entreprise, déjà un peu ivre de champagne de qualité, a levé son verre plus fort. Et un toast au couple le plus heureux ce soir. Marc, Jessica, quand est-ce que vous rendez cela officiel? Toute la table est restée silencieuse pendant un long moment. Puis quelques rires maladroits ont éclaté. Certaines personnes se sont précipitées vers d'autres conversations, mais Marc et Jessica se sont regardés, un regard que je ne connaissais que trop bien. Un regard de compréhension, de secrets partagés, de ce qu'on appelait autrefois l'amour. Je ne pouvais pas rester là une seconde de plus. J'ai posé le plateau sur la table la plus proche et je me suis dépêché vers le couloir du personnel, ignorant le regard surpris du manager. Dans le couloir vide, je me suis appuyé contre le mur, la poitrine haletante. Un mariage? Il prévoyait de l'épouser, et cela signifiait qu'il avait déjà prévu de me quitter. Mon Marc, mon mari depuis 6 ans, l'homme qui avait promis un jour qu'il resterait à mes côtés pour toujours. Je ne sais pas combien de temps je suis resté là. Peut-être 5 minutes, peut-être 15. Mais ensuite, le choc s'est lentement dissipé, laissant place à autre chose, la colère. Chaude, vive et d'une clarté terrifiante. Je ne m'effondrerai pas. Pas ici. Pas maintenant. Je suis venu au Kalahari pour la vérité, et je l'avais. Et maintenant, je devais faire mon travail. J'étais assise dans une chambre d'hôtel à quelques kilomètres de la maison, l'écran de mon ordinateur portable ouvert devant moi. La caméra de sécurité pour laquelle j'avais payé 5 fois le coût d'installation normal hier soir diffusée en direct. L'horloge dans le coin de l'écran est passée à 6h14. Marc a poussé la porte et est entré. Il portait toujours le smoking de la veille, les cheveux légèrement ébouriffés, des cernes sous les yeux par manque de sommeil. Je pouvais voir chaque détail clairement grâce à la caméra haute résolution. Il s'est arrêté sur le pas de la porte, a sorti son téléphone et a composé un numéro. Le téléphone que j'avais mis en mode silencieux sur la table à côté de moi a commencé à vibrer. Il a sonné 1 fois, 2 fois, 3 fois. Puis ma messagerie vocale a rempli la chambre d'hôtel silencieuse. Ma voix sonnait joyeuse, chaleureuse, comme tous les jours, « Salut, vous êtes bien chez Emma. Je ne peux pas prendre votre appel pour le moment. S'il vous plaît, laissez un message. » Et, mon amour, sa voix est sortie des haut-parleurs de l'ordinateur, essayant de paraître normale. Je suis rentré tard hier soir. Je viens de me réveiller. J'ai vraiment envie d'un café. À bientôt. D'accord? Il a raccroché. Je l'ai regardé froncer les sourcils, fixant son téléphone pendant un long moment. Je n'avais jamais laissé un de ses appels aller vers la messagerie, pas une seule fois en 6 ans. Il s'est engagé dans l'allée. La Porsche s'est arrêtée sur le gravier familier. L'allée était vide. Mon Range Rover blanc n'était plus là, je l'avais fait remorquer hier. Il est resté assis dans la voiture un moment, fixant la maison. Il est sorti. Je l'ai vu frissonner légèrement, puis chercher un sac de sport dans le coffre. Ce sac contenait des vêtements qu'il n'avait jamais portés. Il a marché jusqu'à la porte et a inséré la clé. La porte s'est ouverte, et j'ai clairement vu le moment où le silence l'a frappé de plein fouet. Il est entré dans le couloir et a laissé tomber le sac sur le sol. Emma, sa voix a résonné, rebondissant sur le haut plafond et les parquets en bois franc. Pas de réponse.
La maison était froide pas à cause de la température, mais de ce genre de froid qui provient d'un endroit qui n'a pas été habité depuis des heures. Elle était vide. Son visage sur l'écran est passé de la confusion à une véritable panique. Il est entré dans le salon, et c'est là qu'il a remarqué la première chose qui ne tournait vraiment pas rond. Les peintures au-dessus de la cheminée, la peinture à l'huile originale de la côte italienne que j'avais héritée de ma grand-mère avait disparu. Seul le contour léger de l'endroit où se trouvait le cadre subsistait. Il a pivoté sur lui-même. La vitrine dans le coin où je gardais ma collection de porcelaine antique était vide. Les portes vitrées étaient toujours fermées, mais les étagères à l'intérieur avaient été vidées. Il a monté les escaliers en courant, 2 marches à la fois, son cœur battant si fort que je pouvais l'entendre à travers le micro sensible. Emma. Il s'est précipité dans la chambre principale. Le lit était fait avec soin, lisse et plat comme dans un hôtel. Les portes du placard étaient grandes ouvertes. Il a ralenti, s'avançant vers le placard. Son côté était intact, costume, chemise, chaussures, tout était exactement comme avant. Il a regardé de mon côté. Des cintres nus et vides, pas de sac à main sur les étagères à chaussures vidées. Même les cintres en velours que j'aimais avaient disparu. Il se tenait là, la respiration courte et rapide. Ce n'était pas un court voyage, pas une visite à mes parents comme je le lui avais dit. J'ai souri froidement à l'écran, ma main se serrant autour d'une tasse de café devenue froide. Il ne savait pas encore, Marc. Il n'avait pas vu ce qu'il attendait sur la table de la salle à manger, mon alliance, une épaisse enveloppe de mon avocat, et la série de photos d'un enquêteur professionnel prise hier soir. Lui et Jessica quittant l'hôtel, main dans la main, les lèvres pressées l'une contre l'autre sous les lampadaires. Il allait le voir, et alors il comprendrait. Je ne me contentais pas de savoir, j'avais commencé à contre-attaquer. La caméra dans la chambre principale montrait tout clairement. Marc s'est lentement approché de ma table de chevet. Elle était presque vide, il ne restait que 2 choses. Mon alliance, le diamant de 3 carats qu'il avait acheté pour se faire pardonner d'avoir oublié mon anniversaire il y a 3 ans était posée là, froide, étincelante dans la lumière du matin. À côté se trouvait une épaisse enveloppe Kraft. Il a d'abord ramassé la bague. Je pouvais clairement voir ses doigts trembler légèrement. Il l'a fixée un instant, puis l'a glissée dans sa poche. Ensuite, il a tendu la main vers l'enveloppe. Elle était lourde. Sur le devant, mon écriture soignée, Marc. Il l'a déchirée et en a sorti une pile de papier. La première page n'était pas une lettre manuscrite, ni des accusations trempées de larmes ou des appels désespérés pour obtenir des explications. C'était une demande de divorce officielle. Demandeur, Emma Vanderlyn. Défendeur, Mark Henderson. Je n'ai pas utilisé son nom de famille. Je l'ai vu laisser échapper un rire court et sec, percé d'incrédulité. Tu plaisantes. Il a tourné les pages suivantes. Étaient jointes des photographies des images haute résolution, horodatées, géolocalisées. Des photos d'eux entrant à l'hôtel hier soir, le soir même du gala. Des photos d'eux s'embrassant sous les lampadaires près du bureau. Le timing était précis à la seconde près. Des clichés cadrés de manière professionnelle. Ce n'étaient pas des photos de téléphone prises par des amis jaloux, elles avaient été prises par un détective privé, le genre le plus cher. Et je voulais qu'ils comprennent cela immédiatement. Je savais ce qu'il se demanderait ensuite, comment a-t-elle eu l'argent? Je savais qu'il fouillerait dans sa mémoire, retracerait chaque dépense, chaque alerte de carte de crédit. Il ne trouverait rien d'inhabituel parce que je n'ai jamais utilisé notre argent commun pour cela. Il contrôlait les finances. Il pensait tout contrôler, mais je n'ai jamais dépensé son argent. Il a tourné une autre page, ses mains tremblant maintenant. Cette fois, c'était une lettre sur papier en tête de Vanderlyn & Associates, le meilleur cabinet d'avocats de la ville spécialisé dans les divorces à haut revenu. Marc s'est figé. Ce n'étaient pas des avocats ordinaires, c'étaient des requins. Leurs honoraires de consultation s'élevaient à des milliers de dollars de l'heure. Il a commencé à lire la lettre signée par Arthur Vanderlyn lui-même, mon cousin. Cher monsieur Mark Henderson, nous représentons Madame Emma Vanderlyn dans cette procédure de divorce. Au moment où vous lisez cette lettre, Madame Vanderlyn a quitté la résidence conjugale au 42 Blackwood Lane. Nous aimerions attirer votre attention sur la clause 14, section B du contrat de mariage que vous avez signé il y a 11 ans. Marc a froncé les sourcils. Le contrat de mariage. Il s'en souvenait bien. Il avait insisté pour que je le signe.
Il était une étoile montante, je n'étais que la fille d'un homme calme et retraité qui, censément, ne connaissait rien au droit ou à la finance. Il voulait protéger ses futurs actifs. Il m'a tendu le document pour que je le signe sans le lire attentivement du moins, c'est ce qu'il pensait. La clause que mon père avait exigé d'ajouter était très claire, si le principal soutien de famille commet un adultère prouvé, tous les actifs acquis pendant le mariage, y compris la résidence, les parts de la société et tous les intérêts financiers connexes, appartiendront à la partie lésée. Marc a arrêté de lire. J'ai vu son visage se vider de ses couleurs. Mon père, cet homme tranquille qui aimait les livres d'histoire et fumait la pipe, était décédé il y a 5 ans. Ce n'était pas n'importe qui. Il possédait 51% de Lexington Corporation et de nombreux autres actifs. Et il avait protégé sa fille bien avant que je ne rencontre Marc. Tu n'as jamais vraiment rien contrôlé, Marc. Tu pensais seulement le faire. Marc a appelé Nathaniel à ce moment-là. Je le savais parce que le téléphone de Nathaniel a vibré juste là, sur la table en verre devant moi. Nous étions assis dans la chambre d'hôtel, la lumière du matin n'était pas encore chaude. Je savais qu'il appellerait. Quand un homme habitué à tout contrôler commence à perdre le pouvoir, c'est son premier réflexe. Nathaniel m'a jeté un coup d'œil rapide et a souri. J'ai fait un signe de tête. Il a mis l'appel sur haut-parleur. La voix de Marc est arrivée frénétique, brisée, portant une sorte de panique que je n'avais jamais entendue en 6 ans de mariage. Il divaguait sur les avocats, sur le fait que je perdais la tête, sur le dépôt de divorce et sur une réunion du conseil d'administration dont il ne savait rien. Nathaniel n'a pas répondu tout de suite. Quand il a fini par parler, sa voix était froide et distante, rien à voir avec un ancien camarade de classe ou un partenaire d'affaires de longue date. Marc, a dit doucement Nathaniel. Tu devrais vérifier tes emails. Il y a eu une pause à l'autre bout. J'imaginais Marc debout dans la maison vide, le téléphone pressé contre l'oreille, essayant de recoller les morceaux. Il a posé des questions sur la réunion, a demandé pourquoi elle était si tôt, a demandé pourquoi j'avais quoi que ce soit à voir avec le conseil. Nathaniel a expiré doucement. Elle était présente, a-t-il dit. Ses avocats la représentaient. La réunion a commencé à 5 heures du matin. Je me suis redressé un peu, pas par tension, mais parce que tout se déroulait exactement comme prévu. Marc a presque crié. J'ai entendu des bruits de pas précipités de son côté. Il parlait de moi comme si j'étais encore la femme qui restait à la maison, qui ne comprenait pas ces réunions. Nathaniel est resté silencieux pendant quelques secondes, puis a prononcé une phrase que je savais que Marc n'oublierait jamais, « Tu n'as jamais vraiment pris la peine d'apprendre des choses sur sa famille ou sur elle, n'est-ce pas ?» J'ai regardé par la fenêtre. La ville en bas continuait de bouger comme d'habitude, comme si rien ne s'écroulait. Nathaniel a continué, sa voix baissant d'un ton. Son père était calme, oui, mais il portait le nom de Vanderlyn. J'ai entendu la respiration de Marc se rompre comme s'il avait été poussé d'une hauteur à laquelle il n'était pas préparé. Ce nom avait enfin été prononcé. Pas par moi, mais par l'homme en qui il avait le plus confiance. Vanderlyn. De la vieille fortune. L'argent des chemins de fer. Le genre de fortune qui possède des blocs entiers sans avoir besoin de logo. Oui, je n'ai pas porté le nom de famille de mon père. J'ai porté celui de ma mère parce que je ne voulais pas être aimé pour l'argent. Nathaniel ne s'est pas arrêté là. Te souviens-tu du premier investissement providentiel il y a 10 ans? L'argent qui a maintenu l'entreprise en vie à ses débuts? J'ai vu Nathaniel poser sa main sur le dossier devant moi comme pour s'assurer que tout était là. Cet investissement anonyme, a-t-il continué, c'était celui de son père. Il a investi avant même que tu ne rencontres sa fille. Il y eut un long silence. Je savais que c'était le moment où Marc revoyait toute sa carrière et réalisait que la main qu'il avait soulevée pendant toutes ces années n'avait jamais été la sienne. Nathaniel a conclu par une phrase claire, ne laissant aucune issue, elle détient 51% des actions avec droit de vote. Elle est l'actionnaire majoritaire. Et ce matin, a dit Nathaniel, elle a cessé d'être silencieuse. L'appel s'est terminé peu après. Je n'ai plus entendu Marc. Je n'en avais pas besoin. Nathaniel s'est tourné vers moi, non pas avec pitié, mais avec l'affection d'un frère aîné qui m'avait vu grandir. La sécurité a été prévenue, a-t-il dit. Il ne sera pas autorisé à entrer dans le bureau. J'ai fait un signe de tête. La décision de démettre Marc de ses fonctions de directeur financier avait été signée avant l'aube. J'ai souri légèrement et pris une gorgée de café.
Il m'a trompé, m'a menti. Il pensait avoir une main gagnante. Il pensait que j'étais faible. Il pensait que j'étais stupide. Mais je ne l'ai pas seulement quitté, je l'ai effacé de tout ce dont il était fier. À travers la caméra, je l'ai vu s'effondrer sur le bord du lit, fixant d'un regard vide le mur nu où se trouvait autrefois mon tableau préféré. L'enveloppe était encore épaisse. Il n'avait lu que jusqu'à la lettre de licenciement. Je savais qu'il tremblait, sa main s'apprêtant à tourner la page suivante. Ce n'est pas encore fini, Marc. La terreur ne fait que commencer. J'ai ouvert le dernier dossier. Les relevés de dépenses étaient imprimés, soigneusement empilés, ligne par ligne. J'ai lu lentement, très lentement, non pas parce que c'était difficile à comprendre, mais parce que je voulais me souvenir de chaque chiffre. Factures d'hôtel de luxe, cadeaux coûteux, vols privés, tous répertoriés sous les dépenses dues au projet Ashton. Total, 342 000 $. Pas son argent personnel, pas des primes, l'argent de l'entreprise utilisé pour entretenir Jessica, pour construire sa vie de fantasme avec elle. Je me suis arrêté à la colonne objet de la dépense. Les termes étaient choisis avec un soin tel que ça devenait absurde. Divertissement de clients, coût de projet, réunion hors site. J'ai ri doucement, pas de douleur, mais parce que tout le tableau était soudainement clair. Des dîners étiquetés et négociations, des nuits d'hôtel marquées comme voyage d'affaires, des cadeaux de luxe appelés développement de relations. J'ai posé le stylo. Ça suffit, ai-je dit. Ma voix a résonné dans la chambre d'hôtel, calme comme à la fin d'une réunion. Mon avocat a hoché la tête. Ceci constitue un détournement d'actifs sociaux, a-t-il dit. Et il y a des éléments criminels. Je n'ai pas demandé s'il était sûr. J'ai demandé quand. Il m'a étudié attentivement. Dès que nous enverrons la notification. Envoyez-la. À 14h36, la réaction en chaîne a commencé. Marc est sorti précipitamment de la chambre, a couru vers la cuisine et a ouvert le réfrigérateur comme s'il cherchait de l'alcool pour se calmer, mais il n'y avait rien. Je l'avais vidé. Il s'est précipité dans son bureau, a ouvert son ordinateur portable et a tenté d'accéder à son compte bancaire personnel. L'écran a flashé, compte temporairement gelé en raison d'une suspicion de fraude. Il a frappé le clavier. Merde. C'est quoi ça? Ces cartes de crédit, toutes, avaient été gelées sur ordre de mes avocats sur la base de preuves de détournement de fonds. Il a couru vers le coffre-fort mural dans le placard. La porte s'est ouverte. Vide. Argent liquide d'urgence, documents importants, tout avait disparu. Seule une petite note de ma part restait. Il ne te reste plus rien. Il a froissé le papier et a crié. Il s'est précipité dans le garage, a essayé de démarrer la Porsche. Sa voiture bien-aimée, sa propre récompense, achetée avec de l'argent volé. La clé a tourné, mais le moteur est resté silencieux. L'écran affichait « Système désactivé à distance ». C'était l'application de suivi du véhicule que j'avais piraté, ou plus précisément, que mon technicien avait piraté. Il a donné un coup de pied dans la portière de la voiture et a hurlé « Merde ! Pourquoi tout est contre moi ?» Il s'est effondré sur le sol froid du garage, la tête tombant sur le volant. Complètement isolé. Pas d'argent, pas de documents, pas de voiture, pas de travail. Je l'ai vu pleurer ses premières larmes en 6 ans. Sa voix a chuchoté à travers le microphone caché, « Emma, pourquoi me fais-tu ça? Parce que tu me l'as fait en premier, Marc. Parce que tu pensais que j'étais stupide. Facile à tromper. Maintenant, tu sais ce que l'on ressent face à la trahison. » Marc s'est levé et a essayé d'appeler Jessica, l'ultime appel d'un homme désespéré. Mais Jean connaissait déjà l'issue. Elle refuserait parce qu'il n'avait plus rien de valeur. Il était complètement isolé, comme un animal piégé dans une cage qu'il avait lui-même construite. Et moi, de loin, je tenais la clé. J'ai pris une gorgée de café froid, attendant ce moment. Jessica a répondu après 4 sonneries, sa voix sortant du haut-parleur douce, mais empreinte de prudence. « Marc, pourquoi m'appelles-tu à cette heure? Es-tu là? Es-tu au travail? » « Ouais, tout le monde chuchote et nous venons de recevoir une note de la RH pour toute l'entreprise. » « Qu'est-ce qu'elle dit ?» a chuchoté Marc. Jessica l'a lu, sa voix plate et indifférente, déclarant que Marc Henderson avait été licencié avec effet immédiat pour faute grave et fraude financière. Elle précisait que la sécurité avait sa photo à la réception. Jessica,
ce ne sont que des paroles d'entreprise. Ils essaient de me faire peur. J'ai bâti cette société. Il est aussi écrit, a-t-elle poursuivi, l'ignorant, que l'entreprise mène un audit interne sur toutes les dépenses que tu as approuvées, Marc. Marc a avalé sa salive, essayant en vain de paraître normal. Jessica, bébé, j'ai besoin de ton aide, juste temporairement. Est-ce que je peux venir rester chez toi quelques jours? Le silence s'est étiré pendant plusieurs secondes, et je pouvais clairement entendre Jessica respirer sur la ligne. Puis elle a ricané, son rire tranchant comme une lame. Marc, tu plaisantes? Tu as dit que tu allais divorcer. Tu as dit que tu étais riche. Tu as promis que tu nous achèterais une maison et maintenant tu es fauché, viré. Tu vas peut-être aller en prison. J'aimais ce style de vie, Marc, a-t-elle lancé. J'aimais les dîners, les cadeaux, et le fait que tu allais me nommer manager. Je n'ai pas signé pour aller te voir au parloir. Marc s'est plié en deux, sa voix se brisant comme celle d'un enfant. Jessica, je tais-toi. Nous nous aimons. Tu te souviens? Tu disais que j'étais le seul homme qui te comprenait. Jessica, s'il te plaît. Je n'ai personne d'autre. Je l'ai vu serrer le téléphone jusqu'à ce que ses articulations deviennent blanches, ses yeux rouges et humides. Mais Jessica ne s'est pas adoucie. Sa voix était glaciale, sans hésitation. Ne viens pas ici, a-t-elle dit. Si tu le fais, j'appelle la police. Je ne peux pas être vu avec toi. J'ai ma carrière à laquelle penser. J'efface ton numéro. Ne me rappelle plus jamais. Clic. Marc a fixé le téléphone. L'écran est devenu noir, la batterie était vide. Jessica ne l'avait pas rejeté parce qu'elle était meilleure, elle était tout aussi cupide que lui. Mais cela n'avait pas d'importance. Ce qui importait, c'est qu'il était maintenant complètement seul, sans personne à qui se raccrocher. Pas de femme, pas de maîtresse, pas d'argent, pas de pouvoir. Il s'est recroquevillé sur le sol sale du garage, les bras entourant sa tête, murmurant encore et encore, comment tout a pu s'effondrer comme ça? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Tu as tout fait de mal, Marc, dès l'instant où tu as choisi de me trahir. À travers la caméra, il avait l'air pitoyable. Le smoking du gala d'hier soir était maintenant froissé et couvert de poussière, ses cheveux ébouriffés, son visage congestionné. Il a essayé de se lever, a titubé vers la maison, mais ses jambes ont lâché et il s'est effondré sur le seuil. Je l'ai regardé ramper à quatre pattes dans le salon, s'écrouler sur le sol, haletant comme un animal blessé. C'était le moment où il réalisait que tout était parti. Complètement parti. J'ai souri faiblement, non pas de joie, mais de délivrance. Il avait creusé sa propre tombe, et maintenant il y était couché. Nathaniel, à côté de moi, a chuchoté, il est brisé. J'ai hoché la tête, les yeux toujours fixés sur l'écran. Bien. Maintenant, il sait ce que l'on ressent quand on est abandonné. Marc restait là, les yeux vides, fixant le plafond, les larmes coulant. Plus de mots, seulement des sanglots étouffés. J'ai éteint la caméra et fermé l'ordinateur portable. Assez. Le reste de cette journée lui appartenait. Une longue journée dans un enfer de sa propre création. Mais je savais qu'il essaierait de se battre. Il appellerait des amis, des avocats, n'importe qui, mais personne ne l'aiderait parce que tout le monde savait déjà grâce à l'email du conseil d'administration, grâce aux messages que j'avais envoyés à quelques personnes clés. Mark Henderson, ancien directeur financier, était désormais un échec total. Je me suis levé et j'ai regardé par la fenêtre de l'hôtel, le sentiment de liberté se répandant en moi. Ma nouvelle vie commençait ici tandis qu'il s'enfonçait plus profondément dans l'obscurité. Et Jessica, elle n'était qu'une pièce dans le jeu, désormais brisée. Marc avait tout perdu, l'argent, le pouvoir, le faux amour. Tout ce qui restait était la solitude rongeante. J'ai éteint les lumières de l'hôtel et je me suis allongé sur le lit. Le premier bon sommeil depuis la nuit dernière. Le lendemain matin, 3 SUV noirs élégants se sont arrêtés devant le portail. Des policiers en uniforme sont sortis les premiers, suivis d'Arthur Vanderlyn, mon cousin, et aussi mon avocat, dans un costume gris impeccable. Et je suis sorti la dernière. Mes talons ont frappé le trottoir, un son sec et régulier. J'ai vu Marc figé à la porte du garage, les yeux écarquillés d'incrédulité. Il s'était lancé en avant, son sac de sport tombant au sol avec un bruit sourd. « Emma » a-t-il crié, sa voix résonnant.
La police s'est immédiatement retournée, les mains se déplaçant vers le holster. Arthur a simplement ajusté ses lunettes, calme. Restez où vous êtes, a aboyé un officier, s'interposant entre nous. Marc s'est arrêté à environ 15 mètres, respirant fort, le visage rouge. Tu es une sorcière, a-t-il hurlé. Tu as tout planifié, n'est-ce pas? Tu m'as ruiné. Je n'ai pas crié en retour. Je n'ai pas pleuré. J'ai seulement incliné légèrement la tête, le regardant de la même manière qu'on étudie un spécimen étrange sous un microscope. Ma voix était calme, claire, portant sans effort. Je ne t'ai pas ruiné, Marc. Je t'ai juste laissé être exactement qui tu es. Tout le reste, tu l'as fait toi-même. Je t'ai construite, a-t-il rugi, s'accrochant au dernier lambeau de pouvoir. Je gérais l'argent. Je m'occupais de toi. Avant de m'épouser, tu n'étais que la fille d'une bibliothécaire retraitée. J'ai ri. Un vrai rire, mais froid comme la glace. Marc, ai-je dit avec une trace de pitié. Ma famille a construit cette bibliothèque. Ma famille possède la banque à laquelle tu as jadis emprunté. Je n'avais pas besoin que tu t'occupes de moi. J'avais besoin d'un mari. Mais tu étais trop occupé à jouer les grands hommes pour remarquer qui tu avais épousé. J'ai fait un signe de tête à Arthur. Il a pris un petit sac de course en plastique dans la voiture et l'a jeté au milieu de l'allée. Il a atterri avec un bruit mat à quelques mètres de Marc. Qu'est-ce que c'est, a-t-il grogné. Les vêtements que tu as laissés au pressing la semaine dernière, ai-je répondu. Et ton chargeur de téléphone. Je ne suis pas sans cœur. Je veux récupérer ma maison, Emma. Tu ne peux pas me mettre dehors. Arthur a pris la parole, son ton fluide mais tranchant. L'acte de transfert a été enregistré électroniquement à 9 h ce matin. Vous êtes en situation de violation de propriété. La police s'est approchée. Vous devez quitter les lieux immédiatement. Marc m'a regardé, cherchant. Cherchant la femme qui avait l'habitude de lui masser le dos quand il était fatigué. Cherchant celle qui faisait de la soupe. Cherchant n'importe quoi à quoi se raccrocher. Je n'étais plus là. Ou peut-être n'y avais-je jamais été juste un miroir reflétant ce qu'il voulait voir. S'il te plaît, a-t-il changé de ton. Je n'ai nulle part où aller. Mes cartes ne fonctionnent pas, Jessica m'a mis dehors. Il ne me reste rien. Il y a eu une pause très brève, très fragile. Puis j'ai dit lentement et doucement, tu as encore ta liberté, Marc. C'est ce que tu voulais, n'est-ce pas? Échapper à ta femme ennuyeuse. Vivre la vie glamour. J'ai remis mes lunettes. Va la vivre. J'ai tourné le dos et je suis entré dans la maison. Ma maison. La porte en chaîne s'est fermée. Le verrou a glissé en place, net et final. À travers la caméra extérieure, je l'ai vu debout là, le sac de linge à ses pieds. Circulez, monsieur, a dit l'officier, la main sur sa matraque. Marc s'est penché, a ramassé le sac plastique et sa valise, et s'est engagé sur le chemin de gravier. Il est passé devant les haies que nous taillions ensemble les week-ends, devant la boîte aux lettres qui portait encore son nom. La pluie a commencé à tomber. Une pluie d'hiver froide. Il a atteint la rue, ne sachant pas où aller, sachant seulement qu'il laissait derrière lui la vie qu'il avait détruite de ses propres mains. J'ai éteint la caméra extérieure et je suis retourné à mon bureau. Arthur a demandé, ça va? J'ai hoché la tête. Mieux que jamais. À l'extérieur, la pluie s'est intensifiée. Je savais qu'il était trempé dans ce smoking coûteux, désormais froissé, traînant une valise et un sac plastique dans la rue. Des gens qui s'inclinaient autrefois devant lui au club évitaient maintenant son regard, le regardant comme un vagabond. Et dans la poche de ce blazer sortant du pressing, il trouverait une carte prépayée chargée de 5000 $. Ma dernière gentillesse. J'avais laissé une note manuscrite dans la poche intérieure, Marc, tu n'as jamais lu attentivement le contrat de mariage et tu n'as jamais lu les statuts de l'entreprise. Si tu l'avais fait, tu saurais qu'il existe une clause garantissant une indemnité de départ minimale quel que soit le motif de licenciement. Ce n'est pas grand-chose, mais assez pour t'éviter de dormir dans la rue. Utilise cet argent pour engager un avocat ou un thérapeute. Je recommande le second. 5000 $. Hier, ce montant n'aurait même pas couvert une bouteille de vin pour toi. Aujourd'hui, c'est tout ce que tu as. Je n'appelle pas cela de la vengeance. J'appelle cela mon dernier acte de bonté.
Assez pour que tu te relèves et assez pour que je n'ai plus jamais à te revoir. Je savais que Mark ne s'arrêterait pas là. Les gens comme lui, quand ils perdent l'argent et le pouvoir, la dernière chose qu'il leur reste est toujours la haine. L'enquêteur privé que j'avais engagé, James Aron, un homme tranquille à la barbe argentée capable de suivre sans laisser de traces, m'a envoyé un SMS à 21h, la cible est entrée dans le cybercafé en face de la banque Chase en utilisant un ordinateur public. J'ai pris des captures d'écran à travers la fenêtre, à distance. Une photo était jointe, Mark voûté sur un vieil ordinateur, le visage tordu par le ressentiment, les doigts martelant les touches. Aron savait que je voulais suivre ses derniers mouvements, non par satisfaction, mais pour m'assurer qu'il n'y aurait plus de surprise. Aron a ajouté, il cherche le bureau des lanceurs d'alerte de l'IRS et l'email de la rubrique affaires du New York Times. Je suppose qu'il prévoit de dénoncer les comptes offshore. J'ai souri faiblement et pris une gorgée de thé. Bien sûr, il connaissait chaque faille fiscale. C'est lui qui les avait conçues. Apex Holdings, Blue Sky Venture, des sociétés écrans au Panama et au Caïman pour optimiser. Il allait entraîner toute l'entreprise dans sa chute. Aron a envoyé une autre mise à jour, il vient d'envoyer l'email. J'ai capturé le contenu via le télescope. Détails complets, nom de société, numéro de routage, tout. J'ai répondu à Aron, merci. Maintenez une distance de sécurité. Je n'étais pas inquiète car plus tôt ce jour-là, alors qu'il s'amusait encore avec sa maîtresse, j'avais déjà convoqué une réunion. Lexington se soumettrait volontairement à un audit, restructurerait toutes les entités offshore et négocierait les pénalités avec l'IRS pour les erreurs passées causées par l'ancienne direction. J'avais divulgué les informations la première, j'avais cadré le récit. L'entreprise était propre. Il n'y avait qu'un seul individu cupide, Mark Henderson. Mon avocat a appelé le lendemain matin. Il a déposé une plainte, a-t-il dit calmement. Auprès de l'IRS et de la presse. Je n'étais pas surprise. Mais ce que Mark ne savait pas, c'est qu'en envoyant cet email, il ne lançait pas l'alerte, il confirmait. Il n'exposait pas un nouveau crime, il soumettait une preuve supplémentaire qu'il comprenait le système de fraude parce qu'il était celui qui le dirigeait. Mon avocat n'a dit qu'une phrase, il vient de signer son propre acte d'accusation. Je n'avais pas besoin de lire l'email de Mark pour savoir à quel point il était désespéré. J'avais seulement besoin de voir l'horodatage. Les mots d'au petit matin tapés dans la panique sauvent rarement qui que ce soit. L'après-midi, c'était fini. Son dossier a été transféré directement aux autorités fédérales. Quand ils ont frappé à la porte de cette chambre de motel, je n'étais pas là. Je n'avais pas besoin d'en être témoin. J'ai seulement reçu un court message de mon avocat, arrestation effectuée. Mark a été menotté pour fraude électronique, pour détournement de fonds, pour conspiration en vue de frauder le gouvernement. Il a quand même réussi à dire une chose. On m'a rapporté qu'il se disait lanceur d'alerte, qu'il avait envoyé les emails, qu'il les avait aidés. Le FBI était très reconnaissant car il avait fourni une carte parfaite avec sa propre signature numérique. Aron a envoyé une dernière photo, Mark menotté conduit à la voiture. Et de loin, à travers le téléobjectif, il a aussi capturé Jessica debout de l'autre côté de la rue, à un café. Lunettes de soleil surdimensionnées, latte à la main, son ventre bien apparent. Elle regardait Mark être poussé dans la voiture de patrouille. Pas de larmes, pas de pitié, seulement un soulagement froid comme quelqu'un qui vient d'esquiver une balle et regarde celle-ci en frapper un autre. Aron a terminé son rapport, la cible est en garde à vue. C'est tout pour aujourd'hui. Avez-vous besoin d'une surveillance supplémentaire? J'ai répondu, non, merci. Envoyez la facture finale. J'ai éteint le téléphone et me suis adossé dans le fauteuil en cuir de mon nouveau bureau. Plus de caméra à la maison. Plus besoin de suivre chacun de ses pas. C'était terminé. Mark pensait autrefois tout contrôler, l'argent, l'entreprise, les femmes, le récit. Mais la vérité est simple, il n'a jamais été le joueur. Certaines personnes creusent leur propre tombe, puis passent le reste de leur vie à hurler qu'on les a poussés. Je n'ai poussé Mark nulle part. Je me suis simplement écarté et je l'ai laissé parcourir toute la route qu'il avait choisie pour lui-même. 5 ans ont passé plus vite que je ne l'aurais jamais cru. J'ai entendu parler de Mark, non par les médias, mais par une courte ligne dans un dossier fédéral, peine purgée. Mark est vieux maintenant, les cheveux complètement gris, la peau marquée par le stress et le manque de soleil, les yeux enfoncés par des cernes permanents. Il travaille au nettoyage à l'intérieur de la prison, n'étant plus l'arrogant directeur financier,
mais un détenu anonyme à qui personne ne rend visite, sauf sa mère, qui lui envoie une lettre de temps en temps. J'ai croisé la mère de Marc une fois à l'épicerie, sa voix tremblait. Mon fils. Il a eu tort. Je l'ai mieux élevé que ça. Je l'ai prise dans mes bras. Ce n'est pas de votre faute. Marc a choisi son propre chemin, elle a pleuré. Est-ce que tu lui rends visite parfois? J'ai secoué la tête. Non, ce chapitre est clos. Certains noms, une fois qu'on cesse de les prononcer, disparaissent d'eux-mêmes. Et moi? Je suis Emma Vanderlyn, utilisant à nouveau le nom de famille de mon père, la lignée qui a bâti un empire dont il n'a jamais rien su. Lexington Corporation a triplé de taille sous ma direction, s'est étendue en Asie, est devenu un symbole de durabilité. Je me tiens sur les scènes de conférences mondiales dans une élégante robe noire, les cheveux relevés, acceptant le prix de « Femme entrepreneur de l'année ». Flash des photographes, tonnerre d'applaudissements. Nathaniel, mon nouveau mari autrefois l'associé de Marc, me tient la main sous la scène et me chuchote « Tu es incroyable ». Nous nous sommes mariés il y a 2 ans. Un mariage tranquille dans un vignoble toscan. Pas de spectacle, seulement de vrais amis. Nathaniel me serre dans ses bras chaque nuit, sa voix est chaleureuse. Je t'aime pour ce que tu es, pas parce que tu es une Vanderlyn. Nous avons une petite fille, Lily, avec des cheveux noirs et un sourire comme le mien. Une vie bien remplie sans l'ombre de Marc. De temps en temps, je reçois des lettres. Je ne les ouvre pas. Je ne déteste pas, je ne suis pas curieuse non plus. Certaines histoires, une fois relues, ne font que reprendre vie. Je choisis de les laisser dormir. Un après-midi, je me tiens près de la paroi vitrée de mon bureau, regardant la ville changer de couleur au coucher du soleil. Mon téléphone vibre. Nathaniel demande si je veux dîner tôt. Je réponds oui, c'est tout. Pas de triomphe, pas de jubilation malveillante, juste une journée ordinaire, vécue de la bonne manière. Si quelqu'un me demande ce que Marc a perdu, je ne dresserai pas de liste de choses car ce qu'il a perdu n'était ni une maison, ni de l'argent, ni un titre. Il a perdu la capacité d'être digne de confiance. Certaines personnes détruisent tout de leurs propres mains et appellent cela le destin. Et d'autres marchent à travers les décombres et reconstruisent tranquillement leur vie. J'ai choisi la seconde option. Cette nuit au gala a tout changé. Un mariage s'est effondré, un crime a été exposé, des illusions ont volé en éclats. Mais cela m'a rendu moi-même. Forte, intolérante aux mensonges. Douloureux, mais cela vaut plus que n'importe quel certificat de mariage. Marc a tout perdu à cause de son arrogance et de sa trahison. J'ai gagné non pas en le tirant vers le bas, mais en m'élevant bien au-delà de tout ce qu'il aurait pu imaginer. La meilleure vengeance, vivre mieux.